e-débat du lundi au NUSIDA, qui organise à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida cette journée avec nous. Alors cet e-débat finalement il vient d'une certaine manière consolider les efforts conjoints entre la France et la Tunisie à faire reculer l'épidémie à travers un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée évidemment, et autour du livre notamment Survivant mes 30 ans avec le sida, pour mettre l'accent sur le rôle des acteurs communautaires à faire la différence dans la lutte contre le sida. Je me réjouis donc d'accueillir pour la seconde fois Jean-Luc Romero-Michel, ambassadeur pour une Île-de-France sans sida. Je vais citer toutes les... Voilà. Délégué général fondateur d'élus locaux contre le sida, écrivain, auteur du livre Survivant mes 30 ans avec le sida donc. Et puis évidemment Rami Kouili, médecin, défenseur des droits et des libertés individuelles, écrivain, notamment du livre Article 230, une histoire de la criminalisation de l'homosexualité en Tunisie, qui animera, lui, la discussion autour du livre. Je voudrais saluer, évidemment, à qui je vais très vite passer la parole, Mohamed Lassassoua, qui est responsable pays du programme commun des Nations Unies, Rim Fayala, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie, et Slim Ben Nasser, qui a coordonné la mise en place de cette journée et que je remercie et que j'applaudis. Je voudrais aussi saluer évidemment tous les acteurs communautaires et toutes les associations qui ont participé à cette journée. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais ATP+, ATL, MST Sida Tunis, la TIOS, Mojoudine, Damj, voilà, si je n'en ai pas oublié, sinon vous êtes en tout cas tous associés et toutes associées à cette... Voilà, associé à cette journée. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que la France a fait du soutien à la société civile un des axes prioritaires de sa coopération en Tunisie notamment, et qu'en Tunisie, cette société civile, je vous le rappelle, mais vous le savez parfaitement, elle accompagne tous les grands enjeux et tous les débats nationaux. Elle est notamment fortement impliquée dans la défense des droits humains. Je voudrais aussi rappeler que la France a toujours accompagné les grands enjeux qui portent sur la lutte contre le VIH-Sida et qu'elle a soutenu notamment les acteurs communautaires dans le monde et en Tunisie. C'est l'un des pays qui a initié la création du Fonds mondial de lutte pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est le deuxième plus grand pays donateur à ce fonds. Cette rencontre, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une semaine de programmation Décembre ensemble, autour de la solidarité avec différentes causes. C'est une date importante aussi, évidemment, c'est le 1er décembre, qui permet cette année de rendre hommage au rôle essentiel qui est joué par les communautés de personnes vivant avec le VIH. Cet événement donc, qui est organisé par Onicida et la FNAP, avec la participation, je l'ai dit, de différents acteurs communautaires, se fait autour de cette année du concept, ou en tout cas de la thématique de l'art comme vecteur de la mobilisation des acteurs communautaires dans la lutte contre le VIH-Sida. Et à cette occasion, et ça va être pour moi l'occasion de te passer la parole, Nassad, à cette occasion, donc, on va vous quelques instants les résultats d'un concours artistique d'élaboration d'une affiche pour célébrer l'événement dans le slogan « Les communautés font la différence ». Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous de bons débats, de bons échanges. J'espère que la première partie de la journée a été fructueuse. Et puis, je remercie encore une fois Jean-Luc Romero-Michel d'avoir fait ce second déplacement pour être avec nous. Et vous toutes et tous de votre participation à ce moment. Voilà. Et puis, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc là, on est ensemble pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour cette année, le slogan ONU-SIDA, c'est « Les communautés font la différence » et les communautés font la différence. Le monde est en train de courber la tendance du VIH-Sida dans le monde, donc on a des résultats positifs. Et il est démontré que ce résultat positif dans le monde, je n'ai pas dit dans la région ou en Tunisie, hein, j'ai dit dans le monde, c'est l'effort des communautés qui a vraiment contribué à ces résultats. L'idée de cet événement, de cette journée, c'est de faire contribuer les communautés. Donc vous avez vu l'espace communautaire, le concours artistique
et le débat de tout de suite, qui tourne autour de cette contribution des communautés à faire face au sida eux-mêmes, sans être juste les bénéficiaires d'une quelconque aide, mais être l'acteur principal de la riposte. Je vous rappelle que le monde s'est réuni en 2016, dans l'Assemblée Générale, c'était la réunion au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était en juin 2016, et suite à cette réunion de haut niveau, il y a eu une déclaration politique qui s'est appelée « Mettre fin au sida d'ici 2030 ». C'est l'engagement mondial. La Tunisie en fait partie, la Tunisie a été présente durant cette Assemblée Générale, et donc c'est l'engagement du monde de mettre fin au sida 2030. Ça ne sera pas fait si les communautés ne soient pas au premier plan. Voilà. Donc on va commencer par les résultats du concours artistique. On a reçu 3 candidatures et je pense que les 3 candidatures ont gagné. C'est les premiers, donc voilà. Donc si on peut les projeter. Neste film. Pardon? On va voir les prochains. Ça sera les surprises du chef. Ça sera sur le site de l'Institut français, sur le site du FNUAP et de l'UNIFIDA après. Donc j'appelle Slim Ben Nasser, c'est Slim Ben Nasser, pour appeler les gagnants. Sophie aussi et Nîmes. Oui. Allez. 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 Qui a candidaté? En fait, on a donc la candidature de Aloueni. Est-ce qu'une personne qui représente l'association Aloueni peut se présenter pour recevoir le prix? Alors, comme ils ont improvisé, je ne devais pas moi présenter les candidatures, donc je cherche la liste, excusez-moi, Alors, monsieur Hamza Amdouni. Sophie, honneur aux dames. Et je vais nommer le nom, c'est Mademoiselle Balqis Ben Yaga. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de mettre les personnes en concurrence. Il n'y a pas de premier prix, de deuxième prix. Les 3 prix sont égaux. Le but, c'était de faire participer les acteurs communautaires
à ce qu'ils s'engagent à travers un produit artistique. Donc, bravo aux 3 gagnants. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir projeter, c'était prévu de projeter les 3 affiches, mais peut-être que plus tard on pourra le faire. De toute façon, les affiches seront disponibles, si j'ai bien compris, sur les sites. Et bien évidemment, merci beaucoup pour vos efforts, merci beaucoup pour les efforts de tous les acteurs communautaires, parce que grâce aux acteurs communautaires que les activités et les actions peuvent continuer sur le terrain. Rappelons-le que le plus difficile, ce sont les actions sur les terrains, c'est le contact direct avec les populations les plus vulnérables, et c'est ça le plus dur du programme de lutte contre le VIH/SIDA. Continuons ainsi et on va y arriver. Moi, j'espère que les affiches, d'ailleurs, vont de toutes les manières circuler tout le long de l'année. Donc on va les utiliser en citant bien sûr les auteurs, mais ce sera vraiment utilisé dans les activités de lutte contre le sida en Tunisie. Alors encore bravo. Je pense que là, on va avoir enchaîné avec les présentations, parce que les présentations de... Lassad, tu avais une présentation à faire, et la présentation de Madame Faïla. Et après, on enchaîne avec le débat entre Jean-Luc et Rami. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je me réjouis d'être là avec vous. Je suis la représentante assistante de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Je remercie l'Institut français en Tunisie, mon ami Lassad Soua qui m'a invité, tous nos partenaires et acteurs communautaires avec lesquels l'UNFPA travaille en Tunisie. Donc nous avons travaillé avec les communautés transgenres en faisant le mapping transgenre. Nous avons aussi appuyé l'association des travailleuses de sexe par le renforcement des capacités institutionnelles et la formation sur la prévention combinée. Et aussi, on a fait une application avec l'association tunisienne de lutte contre les MST et le SIDA sur l'accès aux services pour ces populations. Nous avons aussi appuyé le plaidoyer avec les HSH, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, pour l'article 230. Donc c'est pour dire que l'UNFPA en Tunisie travaille vraiment avec les acteurs communautaires et nous y croyons beaucoup. Là, je me dois de dire ou de lire le statement ou la déclaration de notre directrice exécutive de l'UNFPA, qui a fait une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, de lutte contre le sida. Et donc, permettez-moi de lire cette déclaration en son nom. Voilà, donc en cette Journée mondiale du sida, l'UNFPA reconnaît le rôle vital des communautés dans les prestations de services de santé sexuelle et reproductive, permettant de prévenir la transmission du VIH et d'améliorer le bien-être des personnes vivant avec le VIH. En plaçant les communautés au centre de préoccupation, nous pouvons atteindre les plus démunis et parvenir à zéro nouvelle infection au VIH, décès liés au sida et zéro stigmatisation et discrimination. Bien que nous ayons progressé, nous ne pouvons pas sous-estimer le chemin à parcourir avant de pouvoir mettre fin au VIH et à ses effets dévastateurs.
L'année dernière, environ 1,7 million de personnes dans le monde ont été affectées par le VIH et continue d'avoir un impact. Donc le VIH continue d'avoir un impact disproportionné, surtout sur les jeunes, les femmes et les adolescents. La prestation d'un ensemble intégré de services de santé sexuelle et reproductive, incluant la prévention et le traitement du VIH pour les adolescents, les jeunes et les populations clés, ainsi que les femmes et les filles, peut contribuer à renforcer notre réponse collective. Il faut également, nous croyons, que l'accès à l'éducation sexuelle complète offre aux adolescents et aux jeunes des connaissances dont ils ont besoin pour se protéger leur santé. En tant que membre de la Coalition mondiale pour la prévention du VIH, visant à mettre fin au VIH en tant que menace d'ici 2030, l'UNFPA s'est engagé à accélérer la riposte mondiale du VIH. Donc, nous avons eu dernièrement un sommet sur la conférence internationale sur la population et le développement, 25 ans après, qui s'est tenu à Nairobi en novembre et qui a clairement montré que la prévention, le traitement et les soins du VIH font partie intégrante de ce programme d'action. Cette conférence a mobilisé beaucoup d'acteurs, les gouvernements, la société civile et surtout les acteurs communautaires qui étaient dans cette conférence et avaient la voix très haute. Et nous avons tous convenu que rien ne peut se passer sans ces acteurs communautaires pour le VIH. Les programmes et les politiques dirigés par les communautés et qui touchent les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus à risque sont au cœur de ces efforts. Donc, soutenons tous ceux qui contribuent à la riposte du sida au niveau local, en aidant à fournir des services et en sensibilisant là où cela compte le plus. Leur leadership et leur plaidoyer sont plus que jamais nécessaires pour éliminer la stigmatisation liée au VIH et lever les obstacles au traitement. En se basant sur le pouvoir de la communauté, nous pouvons combler les lacunes en matière de prévention et de riposte au VIH et mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Donc, unis dans cette décennie d'action pour les objectifs de développement durable, chose qu'on doit réaliser maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vais enchaîner très vite avec quelques chiffres. C'est important d'avoir des chiffres sur la situation mondiale, mais je ne serai pas long puisqu'on attend toutes et tous les présentations et les débats. Donc, jusqu'au 31 décembre 2018, les statistiques sont de 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. 38 millions. Et sur ces 38 millions, il y avait 23 millions de personnes qui avaient accès à la thérapie antirétrovirale. Alors, et 32 millions, depuis le début de l'épidémie, sont décédés suite à des maladies liées au sida. Alors, pour les nouvelles infections, le dernier, ce qu'on sait, c'est que par rapport au pic de 1997 dans le monde, les nouvelles infections ont été réduites de 40%. C'est ça le progrès dont on parlait. Donc, comparé à 1997, c'était le grand pic dans le monde par rapport aux nouvelles infections. Jusqu'au 31 décembre 2018, on a enregistré une réduction de 40%. Par rapport au décès, donc, comparé à 2004 c'était le pic des décès liés au sida, on a enregistré une réduction de 55% dans le monde en matière de nombre de décès. Donc les efforts sont en train on est en train d'arriver à des réalisations concrètes et réelles dans le monde. Donc le décès lié au sida a été donc 55% par rapport à 2005 et 33% par rapport à 2010 de réduction. 62% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ont accès au traitement. 62%. Je rappelle que la cible mondiale pour 2020, c'est de 90% de personnes vivant avec le VIH
qui ont accès au dépistage, et que 90%, pour connaître leur statut, et que 90% de toute personne vivant avec le VIH qui connaît son statut soit sous traitement. Je passe très vite donc à la question des populations clés, une question centrale, et donc les communautés, c'est une question centrale. Les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 54% des nouvelles infections à VIH dans le monde. C'était jusqu'au 31 décembre 2018. Plus de 95% des nouvelles infections à VIH en Europe de l'Est et en Asie centrale et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont attrapé le VIH, 95% appartiennent à des populations clés. Les populations clés représentent 88% des nouvelles infections en Europe de l'Est, centrale et en Amérique, 70% des infections en Asie et Pacifique, 65% des infections en Amérique latine, 64% des infections en Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Alors, ça c'est des chiffres qui sont à retenir. Le risque de contracter le VIH, est 22 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes que dans la population générale. 22 fois de risque. 22 fois plus élevé chez les personnes qui s'injectent des drogues. 21 fois plus élevé pour les professionnels du sexe. 12 fois plus élevé pour les transgenres. Donc vous voyez l'importance de travailler avec les communautés des populations clés et que les communautés des populations clés soient sur le lead de la riposte. Dans notre région, le MENA, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, on a 240 000, on estime à 240 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, et jusqu'au 31 décembre 2018, pendant l'année 2018, 20 000 nouveaux cas ont été enregistrés, 8 400 décès. Alors, par rapport à l'accès au traitement, c'est un indicateur très important. 78 000 avaient accès au traitement sur les 240 000 seulement. Donc, le pourcentage d'accès au traitement était de 32% seulement. Donc, dans le monde, on était plus que quasiment 70%. Dans notre région, 32% seulement avaient accès à un traitement. En Tunisie, on estime le nombre de PVIH, c'est l'estimation ONU-SIDA qui a été validée par le pays, par la Tunisie, à 2800 personnes. C'est la médiane, donc ça peut aller plus ou moins. La qualité des données fait que les intervalles de qualité ne sont pas très précis, mais on estime à 2800, 3000 personnes vivant avec le VIH en Tunisie. Malheureusement, les métriques de la transition d'épidémie ne sont pas très optimistes. Donc, par rapport à 2010, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 22% en Tunisie, alors que ça a reculé dans le monde. Et le nombre de décès a augmenté de 306% en Tunisie par rapport à 2006. Et oui, la chance qu'on arrive aux 90-90, les cibles, est pour le moment faible, d'où la nécessité d'impliquer les communautés. Voilà, c'est bon. Merci. Super.
Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'arrive pas à vous voir parce que j'ai la lumière. Voilà, je prends mon carnet comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. On va donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir parmi nous Jean-Luc Romero, qu'on va essayer de discuter avec lui. On va avoir 1h30 de discussion ensemble. On va essayer de parcourir avec vous, Jean-Luc Romero, la personne, mais aussi Jean-Luc Romero, l'homme politique, parce que vous êtes aussi, je rappelle, élu de la République, donc vous êtes conseiller régional Île-de-France et vous êtes également élu municipal à Paris. On va parler aussi de votre parcours militant au sein de la société civile. À travers plusieurs casquettes, je n'aurai pas le temps de citer toutes les casquettes, mais je rappellerai simplement que vous étiez fondateur en 1995 de l'association Élus locaux contre le sida et plus récemment de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Un grand combat, j'espère qu'on aura le temps d'en discuter par la suite dans le débat. Vous êtes également auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages, dont On m'a volé ma vérité, Homo politicus, Ma mort m'appartient, et le livre dont on va parler aujourd'hui, que vous voyez ici. Le livre s'appelle Survivant, mes 30 ans avec le sida. Alors, ce livre, contrairement à ce qu'on croit en lisant le titre, le mot sida reste malheureusement dans l'imaginaire collectif associé à la mort, à la souffrance, à la maladie. Mais je peux vous assurer que c'était véritablement une ode à la vie, à la liberté, à l'amour, aux amours d'ailleurs. Vous nous parlez dans ce livre de vos amours. Vous nous parlez de Hubert, le premier, de Jean-Pierre, l'étoile filante. Vous nous parlez de Thierry, Titi, d'Éric, de Philippe, de David, de Fred, de Valentin, de Christophe tout récemment. Vous nous parlez aussi d'art, de beauté, à travers, et on découvre à travers tout ce parcours également vos films, vos séries et même vos tubes préférés. Donc Madonna, Michael Jackson, Mylène Farmer et beaucoup d'autres tubes qui ont fait aussi et qui ont été aussi très connus dans la scène homosexuelle, LGBTQI+, et dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de commencer, peut-être en 2 mots, même si j'essaye d'exagérer un peu, en 2 mots, pourquoi ce titre? Pourquoi Survivant? Parce que, comme vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir depuis là, le titre, donc c'est pas survivant comme ça vient de survivre, mais c'est pratiquement 2 mots, donc survivant. Et donc l'orthographe, elle est bien explicite au niveau de la première page du livre. Pourquoi ce choix de titre? D'abord, merci de m'avoir invité. Merci à la directrice de l'Institut français et aussi à l'ambassade de France et à l'ambassadeur, parce que moi je suis très fier en tant que Français de venir ici en Tunisie, où à la fois l'Institut, grâce à sa directrice et son équipe bien sûr, et puis cet ambassadeur sont là pour défendre les valeurs de la France. Et je trouve que c'est important que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité soient défendues comme ça. Toutes les ambassades ne le font pas, tous les instituts français ne le font pas, donc c'est vraiment un grand plaisir. Puis je voulais aussi saluer Slim qui a coordonné tout ça aujourd'hui et pour lequel j'ai aussi beaucoup de admiration, parce qu'il a beaucoup de courage. Alors, survivant, parce qu'évidemment, quand vous êtes de celles et de ceux qui ont été frappés, au début de l'épidémie, c'est-à-dire à un moment où il n'existait pas de traitement et où je n'aurais jamais cru survivre et dépasser même mes 30 ans, c'est certainement la première raison. Et puis paradoxalement, ce virus
parce que peut-être je l'ai, comme beaucoup l'ont fait, ceux en tout cas qui ont été des longs militants, enfin des militants sur le long terme, m'a obligé à transformer mon combat individuel en un combat collectif, et puis à profiter mieux de la vie. Et le grand V, c'est aussi pour dire que, quelque part, peut-être que si je n'avais pas été, alors ça peut paraître bizarre pour certains, si je n'avais pas été touché par ce virus, peut-être que j'aurais simplement fait une carrière en voulant absolument avoir plus d'argent, plus de responsabilités, en ne vivant pas le quotidien, et puis en ne m'occupant peut-être pas des autres. Et je me dis que quelque part, si c'était mon destin, en tout cas ce virus m'a permis de mieux vivre, peut-être de mieux aimer, et puis aussi d'être un combattant sur plein de combats. Merci Jean-Luc. Alors, vous êtes à ce jour le premier et le seul homme politique en France, un des rares au monde aussi, à avoir déclaré votre séropositivité. J'aurais pu laisser cette question à la femme et je souhaiterais commencer avec cette question qui m'a semblé une question centrale dans tout le livre dont on discute aujourd'hui. Il n'y a pas un passage, il n'y a pas un chapitre dans le livre où vous ne revenez pas à cette question. Vous parlez beaucoup de la nécessité pour cette maladie, qui est une maladie honteuse selon vos termes, d'avoir un visage pour l'incarner. Et donc, pourquoi selon vous cette maladie, ou les maladies honteuses comme le VIH-Sida, ont besoin de visages pour les incarner? Alors évidemment, pour moi, elle n'est ni honteuse ni tabou, c'est le regard que la société porte sur le VIH et sur le sida. Et malheureusement, on voit que même en 2019, alors que les progrès médicaux ont été considérables, on n'a pas l'impression que les progrès sociétaux, ils ont suivi de la même manière. Et c'est pour ça que ça reste toujours difficile pour une personne d'apprendre, même aujourd'hui, en 2019, qu'elle est séropositive. C'est socialement extrêmement compliqué. Alors moi j'avais décidé, et puis bon, la mort de mon premier amour m'a poussé à ça, c'est-à-dire que quand il est mort du sida, c'était lui qui m'avait en plus, enfin c'est nous, parce que il m'avait infecté, et je me suis dit, bon c'est bien, soit tu continues à voir mourir tous tes amis autour de toi, soit tu essayes aussi de faire quelque chose de ta vie. Surtout que, au début de la pandémie, et ce que j'ai pu vivre, aucun d'entre nous ne pensait que nous pourrions nous retrouver comme aujourd'hui, parce que maintenant ça fait 32 ans que je vis avec ce virus, pouvoir être encore là. Et c'était de se dire, certains se disaient, on va faire un tour du monde, on va attendre de voir ce qui se passe. Bon, moi, je n'avais pas les moyens de faire un tour du monde. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Et puis, je me suis dit, essayons justement de faire quelque chose de positif de ce virus. Ce qui pourrait paraître étonnant. Et donc, moi, j'ai décidé de m'engager dans le combat contre le sida. Alors, au début, d'une manière, je ne vais pas dire cachée, oui, d'une certaine manière. Parce que je ne disais pas publiquement que j'étais séropositif, parce qu'on était, et on est toujours, tout votre entourage, parce que moi, le jour où j'ai été séropositif, où j'ai appris que j'étais séropositif, j'ai dit tout de suite à tout mon entourage. J'ai prévenu tout le monde, mes parents, voilà. Mais évidemment, j'étais déjà engagé en politique, et le dire publiquement, ça paraissait un peu compliqué. Et donc j'ai quand même décidé de m'impliquer, j'ai créé une association, j'avais travaillé avant et milité dans d'autres associations, mais en même temps je faisais des réunions partout, notamment pour mobiliser les élus, parce que beaucoup des responsables associatifs qui s'occupaient de la lutte contre le sida, qui étaient au départ des militants gays, mouraient. Et que je m'étais dit, notamment en France, vous savez, nous en France on a énormément d'élus, on a plus de 500 000 élus, beaucoup d'élus, on ne sait pas, sont des bénévoles. Au même titre que les militants associatifs, 80% des élus français ne touchent pas d'indemnité. Et ils ont la même fibre, ils sont partout, ils peuvent jouer un rôle dans la prévention, dans l'aide aux malades, et puis surtout, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, dans cette idée d'acceptation de la personne, parce qu'on
voit bien qu'autour de cette maladie, autour de ce virus et de cette maladie, les discriminations sont un des points essentiels qui fait d'ailleurs que tant qu'on aura des discriminations, je ne vois pas comment on peut arriver à un monde sans VIH/SIDA. Donc j'ai créé cette association avec d'autres élus. Et puis j'allais partout et je disais le sida n'est pas une maladie honteuse, le VIH ne doit pas être tabou et tout. Et dans le même temps, je ne le disais pas moi-même. Et au bout d'un moment, c'est devenu voilà, un peu schizophrénique. Je voyais des personnes séropositives que je rencontrais dans des appartements thérapeutiques, dans les associations, qui me disaient « Monsieur Romero, c'est génial ce que vous faites, mais vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec le VIH. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir connu la ZT toutes les 4 heures la nuit, avec tout ce que ça engendrait, tous ces traitements qui nous ont déformés, qui nous ont, etc. » Et c'était difficile parce que je ne pouvais pas vraiment leur répondre, parce que si je le disais en général, ces visites, il y avait plein de gens. Et au bout d'un moment, pour moi, c'était plus possible. Et donc, j'ai décidé de dire que j'étais séropositif. Alors, je ne vous cache pas qu'autour de moi, tout le monde me le déconseillait. Mon médecin, le premier, qui était pourtant un médecin qui a été un des co-découvreurs du VIH, qui était le professeur Rosenbaum, qui me disait ne fais pas ça, ce sera pour toujours, c'est clair, tout le monde le saura, et ça ne va pas t'aider, ni dans ta carrière, etc. Et pour moi, c'était plus possible de garder ça en soi, parce que j'avais l'impression que je passais plus de temps à lutter pour qu'on ne sache pas que je suis séropositif que de lutter contre mon virus. Et donc, voilà, j'ai souhaité le dire publiquement, et sincèrement, et je sais que c'est pas facile, parce que c'est chacun vit les choses différemment, et on ne peut pas conseiller à qui que ce soit de le dire forcément, mais moi, le jour où je l'ai dit, ça a été une vraie libération. C'est-à-dire que peut-être ça a écarté des gens, ça m'a pas permis de faire peut-être la carrière politique que j'aurais eu envie de faire, mais bien que dès que j'ai eu le virus, je n'avais plus du tout forcément cette envie-là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous dites votre vérité, et vous sortiez de cette honte dans laquelle je m'étais mis, alors que franchement, quand on vit avec ce virus, c'est pas nous qui devons avoir honte. Et puis c'est pas les personnes qui vivent avec ce virus qu'il faut combattre, c'est ce virus. Voilà, et donc... et je trouvais aussi que c'était aussi important parce qu'il y a peu de gens qui le disent publiquement, et c'est toujours difficile encore aujourd'hui. Je m'étais dit, symboliquement, je suis élu, je serai peut-être plus élu après, comme quoi ça a été faux parce que j'ai été élu plusieurs fois ensuite, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça me pose un peu un problème, en tout cas dans mes mandats électifs, et ça m'a donné peut-être plus de crédibilité aussi pour pouvoir expliquer que ce combat est important, et puis aussi de savoir ce que c'est de vivre avec le VIH, surtout sur le long cours, quand on a connu tous ces traitements qui au début m'ont, moi en tout cas, permis d'être ici, mais qui ont été des traitements d'une violence inouïe. D'ailleurs, vous nous donnez des exemples dans le livre, de cette importance d'avoir des visages qui incarnent. Et lorsque vous parlez, par exemple, de l'action du ministre que vous citez beaucoup dans votre livre, Madame Barzac, que, selon vos termes, a été une des ministres les plus efficaces en termes de riposte et de lutte contre le VIH/SIDA en France. Vous citez aussi son ministre de tutelle, M. Séguin, et vous dites que des fois il s'opposait justement aux actions de Mme Barzac, jugeant qu'elle allait trop loin dans ses mesures, sans savoir que quelques années après, il va découvrir que son frère va mourir du VIH/SIDA. Vous nous donnez aussi d'autres exemples qui m'ont particulièrement touché, lorsque, surtout pour des esprits un peu plus cartésiens, qui comprennent un peu plus les chiffres que les histoires personnelles, je crois que ça marque, lorsque vous parlez de la déclaration de séropositivité, un peu plus récente, de l'acteur Charlie Sheen. Et vous donnez les chiffres. Lorsqu'il a déclaré publiquement sa séropositivité aux États-Unis, le nombre de dépistages a augmenté de 214% en quelques jours, et le nombre d'achats de préservatifs de 540% juste après la déclaration, en quelques jours, en quelques jours. Et vous dites même que cet effet-là, aucune autre campagne de sensibilisation ne l'aurait fait avec tout l'investissement qu'on peut faire dans ces campagnes d'investissement. C'est dire l'importance d'avoir un visage pour cette lutte.
Mais parlant de visage, toujours, je rappelle que vous allez découvrir votre séropositivité en 1987, il y a plus de 30 ans, alors que vous avez à peine 28 ans. Vous apprenez que vous êtes séropositif à une époque où le sida fait des ravages dans le monde avec un nombre très important de morts, de vies perdues. Et on découvre à cette époque-là un autre visage du VIH-Sida, loin alors de la ministre, loin des stars hollywoodiennes dont vous parlez également. On va découvrir un autre visage que vous allez décrire à travers un jeune que vous avez rencontré la première fois que vous allez à l'hôpital pour recevoir le premier traitement. Un jeune de 25 ans, maigre, avec des taches violettes parsemées, qui parsemaient tout son corps, en référence au sarcome de Kaposi. Peut-être on a tendance à oublier cette époque où le VIH-Sida avait ce visage aussi terrible, mais peut-être pour les jeunes générations, si on peut revenir un peu sur cette époque-là et dire comment vous l'avez vécu, peut-être pas vous personnellement, mais aussi comment toute la communauté a vécu cette époque-là. Bah, c'était violent. Moi, c'est vrai que ma première fois à l'hôpital, où je me retrouve dans un service où il y a plein de personnes qui sont dans un état très avancé, notamment ce jeune que j'ai peut-être un peu dévisagé d'ailleurs à un moment, et en gros qui m'a dit bah, tu verras, ce sera bientôt ton tour. C'était pas méchant sa façon de le dire, mais on savait tous que bah, c'était tout ce qui nous attendait, et c'était d'une grande violence, parce que en plus je me souviens ce jour-là, on m'avait mis dans une chambre, et au moment d'apporter le plateau repas, la personne du service n'a pas voulu rentrer dans ma chambre, alors que moi en plus je n'avais pas de tâche, j'étais pas au stade sida, mais elle a refusé d'entrer dans ma chambre pour apporter le plateau repas, ce qui a été pour moi un des trucs les plus violents. Et le début de la pandémie pour les plus jeunes d'entre vous, et c'est là où les communautés ont eu leur rôle, parce que tout est parti d'elles. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis d'abord, et puis après dans un certain nombre de pays, ce sont les gays qui ont pris en charge cette pandémie. On avait à New York un maire qui s'appelait Koch, ça ne s'invente pas, et qui était gay et qui refusait de recevoir les associations homosexuelles. Il faut savoir qu'aux États-Unis, où les ravages ont commencé très vite, entre les années 80 et 90, Ronald Reagan dit que le mot sida en 87, et que même en France, parce qu'il faut aussi le dire, c'est pour ça que c'était bien que tu rappelles tout à l'heure le rôle de Barzac et de Chirac, d'une certaine manière, qui l'a vraiment soutenu. Le président Mitterrand n'a dit le mot sida qu'aussi en 87 ou 88, c'est-à-dire 7 ans après le début de la pandémie. Et il a fallu attendre en France 87 avec Michel Barzac et Jacques Chirac pour qu'on puisse faire la promotion des préservatifs, alors qu'on savait depuis 83 que c'était, à cette époque-là, maintenant il y a la PrEP, mais le seul moyen d'éviter de s'infecter, on le savait, eh bien, il était interdit de faire des campagnes en France. Il n'y avait eu jamais de campagne nationale en France sur le VIH, il a fallu attendre 87, et on savait aussi évidemment que les usagers de drogue s'infectaient dans le cadre de l'échange de seringues. Eh bien, des pays comme l'Angleterre, avec Margaret Thatcher, avaient pris des mesures dès le départ, en permettant l'échange, la vente libre des seringues. Ben, il a fallu attendre 87, encore avec Michel Barzac, pour qu'on le fasse. Et donc tout ça, ça s'est fait aussi. C'est-à-dire que pendant 6 ou 7 ans, dans beaucoup de pays du monde, ceux qui ont d'abord porté la lutte contre le sida, ça a d'abord été les homosexuels. Après, ça a été les usagers de drogue, les travailleuses du sexe, etc. Mais n'oublions pas que la prise de conscience politique, elle s'est faite par ces militants. Par ces militants qui étaient, la plupart d'entre eux, infectés, et dont beaucoup aujourd'hui malheureusement ne sont plus là, et qui ont dû secouer cette classe politique qui, dans le monde entier, voyait une pandémie qui faisait des ravages terribles,
et ne voulaient pas réagir, parce qu'au début, ne l'oublions pas, hein, cette maladie qu'on a appelée dans beaucoup de pays occidentaux le cancer gay, la peste rose, bah, quelque part c'était une bonne punition pour, comment dire, pour ces homosexuels qui avaient péché. Et donc c'est les communautés qui ont porté vraiment seules face à des pouvoirs politiques qui ont été totalement défaillants et sont même, vous savez, en France on a beaucoup parlé du problème du sang contaminé, en fait c'était pas vraiment ça le vrai scandale, parce que là il y avait beaucoup de responsables administratifs qui pouvaient être responsables, mais les politiques ont été responsables d'une chose en France, c'est pour les usagers de drogue, parce qu'on savait très bien que si on ne permettait pas aux usagers de drogue d'échanger leurs seringues, ils allaient continuer à s'infecter. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays, avec des politiques qui savaient, mais qui n'ont pas pris les mesures, parce qu'ils se sont dit, ah non, on ne va pas faire des choses pour les usagers de drogue. Et ce qui était en plus une erreur fondamentale et scandaleuse, parce qu'en France, dès qu'on a eu l'accès aux échanges de programmes, aux échanges de seringues, etc., eh bien les usagers de drogue ne sont plus devenus un groupe vulnérable, puisque même aujourd'hui, hein, dans les nouvelles infections, dans notre pays, en France, ils sont moins de 2% des nouvelles infections aujourd'hui. Parce qu'on leur a donné les moyens de se protéger, et ces usagers de drogue qu'on présentait comme des irresponsables, ils ont été très responsables. Par contre, les politiques, ils ont été totalement irresponsables, et ils sont quelque part un peu responsables de cette épidémie qu'il y a eu chez les usagers de drogue. Oui, d'ailleurs vous dites, on parle de cette époque-là, vous dites dans le livre qu'il n'y avait pas une semaine, parfois même pas une journée où vous n'assistez pas, vous et vos camarades, aux funérailles d'une personne proche ou de la connaissance d'une connaissance. Mais c'était une époque aussi, Jean-Luc, il y a toute une partie qui est consacrée au traitement médiatique de cette maladie. Vous avez parlé tout à l'heure de déclaration des politiques. On va lire à cette époque-là, au moment où le sida fait des ravages, où les personnes et les communautés sont les plus infectées et affectées par la maladie. On va lire au Figaro le sida mental, on va lire au New York Magazine la peste gay, on va lire sur Libération cancer gay, on va lire sur Le Monde syndrome des homosexuels. Vous citez certaines déclarations phares, bien sûr négativement, de leaders politiques. Vous citez notamment Jean-Marie Le Pen, qui a osé proposer à un certain moment d'enfermer les sidaïques, selon ces termes, dans des sidatoriums, en référence au crématorium de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que ces propos-là, Jean-Luc, même si moi, comme j'ai lu ce livre, comment vous l'avez reçu à ce moment-là? Et est-ce que ça vous a démoralisé, vous en tant que militant, mais aussi toute la communauté? C'était extrêmement violent, d'autant que ça s'est fait quand même dans un pays, hein, Cuba. On a vraiment mis les personnes séropositives et qui vivent avec le VIH dans des je sais pas comment dire, dans des prisons qu'on a écartées. Et donc on avait, nous, en France, un leader politique d'extrême droite qui était au départ très marginal et qui commençait à faire beaucoup de voix aux élections, qui tenait des propos d'une violence inouïe dans une émission politique qui était extrêmement suivie. Et vous étiez en face de la télé, vous entendiez ça, vous imaginiez cette violence, c'était insupportable, quoi. Mais au final, je dirais que nous, on a eu de la chance en France, parce que la violence des propos de Jean-Marie Le Pen, ils ont fait que dès le lendemain, Michel Barzac, par un discours très fort, a réussi à faire que, eh bien, ce discours, il n'a pas essaimé chez les autres leaders politiques. C'est-à-dire que ça avait été tellement violent que les autres n'ont pas osé. Et quelque part, ça a permis qu'en France, il y ait une espèce de consensus autour de la lutte contre le sida, qui après a été bénéfique et a apporté beaucoup d'avancées, parce qu'on le voit souvent, mais il faut aussi le dire, hein, la lutte contre le sida, elle a permis par exemple des avancées pour les homosexuels. Parce qu'à partir du moment où on a vu qu'ils avaient porté cette pandémie d'une manière hyper responsable, c'est eux qui avaient porté la prévention, l'aide aux malades et aux mourants
à l'époque, les campagnes de prévention, etc. Les premiers à avoir fait une campagne de pub pour les préservatifs, c'était une association en France, c'est l'association Aide, qui le faisait avec un journal gay et d'une manière totalement illégale. Et bien après, ça a permis de prendre conscience aux gens que, notamment une des populations vulnérables, les gays, il fallait leur donner des droits. Et c'est comme ça qu'est arrivé le Pax. Et je crois que, justement, ça a changé le regard de la société d'une manière assez considérable dans beaucoup de pays occidentaux. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu en parlant d'un autre aspect de ce combat, et qui est la relation que vous avez avec le personnel soignant. Vous avez cité tout à l'heure certains du personnel médical, paramédical, qui refusaient même de rentrer dans les chambres pour vous donner les plateaux de repas, alors que les personnes n'étaient même pas au stade SIDA. Mais à travers le livre, on découvre une relation quand même un peu ambivalente que vous avez avec les médecins. On finit par les connaître tous, vos médecins, vous les citez avec leur nom. On finit par les connaître, notamment Dr Rosenbaum, que vous citez à plusieurs reprises. Vous les traitez de vos amis également. Et vous dites même que sans leur intervention, vous ne serez pas aujourd'hui en vie, en bonne santé également. Mais une phrase m'a particulièrement touchée et m'a particulièrement interpellée dans votre livre. C'est lorsque vous parlez d'un de vos médecins qui a eu un cancer par la suite, et vous dites: comment aurais-je pu imaginer qu'il serait comme moi, du côté des patients, allongés, face aux blouses blanches, forcément toujours debout. Alors, est-ce que c'était une façon aussi d'interpeller aussi ce corps soignant, qui a souvent tendance à oublier aussi qu'on n'est pas invincible face à la maladie, qu'on est aussi vulnérable face à la maladie, et qu'on peut d'un jour à l'autre aussi se retrouver de l'autre côté de la maladie, c'est-à-dire allongé face aux blouses blanches? Et selon vous, quel rôle aussi peuvent jouer les personnels soignants, et notamment les médecins, dans cette lutte? Alors, c'est la personne dont vous parlez, qui s'appelle Jacques Lebas, était le mari de Michel Barzac, la boucle, qui était mon premier médecin, et il est mort il y a 3 semaines. Et c'est assez terrible, parce que c'est peut-être une anecdote, mais pour vous dire, il est mort d'une manière un peu terrible, parce qu'en France, bon, c'est la question de la fin de vie, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il a bénéficié d'une sédation terminale, c'est-à-dire qu'il a mis 1 semaine pour mourir, il faisait 35 kg pour 1m75, et sa fille, quand elle l'a vu, dit à Michel Barzac: moi qui me rappelle mon père, au début des années 80-90, qui s'occupait des malades du sida, qui revenaient, qui pleuraient sur ces corps maigres, à un point absolument incroyable, et qui sont morts dans des grandes souffrances. Et bien lui, il est mort très maigre et dans des souffrances terribles, comme quoi, alors qu'il a aidé beaucoup de gens. Et c'était pour moi aussi violent d'imaginer comment moi je pouvais imaginer en 87 que ce médecin qui s'occupait de moi mourrait avant moi. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez, qu'on voit, la vie malheureusement a été semée de beaucoup de morts autour de moi, c'est quelque chose de violent. Et ce rapport, j'en ai beaucoup parlé avec lui dans ces dernières années, ce rapport entre les malades et les médecins, qui a quand même considérablement changé grâce au VIH. Et il a servi à tout le monde, enfin en tout cas en France, ça a vraiment été comme ça, parce qu'on s'est retrouvé au début avec des personnes qui étaient séropositives et qui en savaient plus que leurs médecins, parce qu'elles étaient face à l'urgence, qu'elles regardaient toutes les innovations qu'il y avait dans le monde, les nouveaux médicaments, les nouveaux protocoles, etc. Et se retrouvaient face à des médecins à qui elles disaient regardez, il y a telle expérience là-bas, il y a tel médicament, il y a telle chose. Et ça a rééquilibré la relation, qui est de toute manière toujours compliquée, parce que c'est vrai que on est allongé, la personne est debout, en plus avec une blouse blanche, ça peut être parfois aussi impressionnant. Mais en tout cas, le VIH, il a changé le rapport des malades avec leurs médecins, et a aussi, à ces médecins du sida, fait comprendre que le patient, il fallait l'écouter, qu'il fallait donner sa science. C'est-à-dire que quand on a fait, comme vous avez fait 10 ans d'études pour être médecin, il est clair que vous avez des connaissances que le malade n'a pas forcément. Mais c'est pas à vous c'est à vous de donner ces connaissances, mais c'est à la personne qui est malade ou qui est porteuse d'un virus de choisir si elle veut accepter ou pas accepter un traitement. Et ça a été un changement
vraiment radical, je crois, en tout cas en France, et qui est aussi important parce que c'est vrai que bah oui, c'est à vous de choisir le traitement, de prendre ou de ne pas prendre un traitement, d'accepter ou de ne pas accepter les effets secondaires d'un traitement. Oui, et d'ailleurs vous faites référence, je l'ai noté parce que vous faites référence à une des déclarations, je crois que ça a été un peu un primum movens en quelque sorte de votre intérêt à la question de cette démocratie sanitaire, si j'ose dire. Vous faites référence à la déclaration de Denver de 1983 qui a été rédigée par des patients gays infectés par le VIH à cette époque et où ils disent « Écoutez au moins ce que nous avons à dire sur notre vécu de la maladie, de la maladie et reconnaissez-nous comme les maîtres de nos propres vies. » Et je crois que c'est un des aspects qui vous a poussé par la suite à être un des fervents défenseurs de cette démocratie sanitaire, que le patient et les médecins peuvent discuter d'égal à égal face à la maladie. Mais pour faire maintenant peut-être une transition au volet politique et militant qui est traité dans ce livre, une des idées centrales dont vous parlez, et une idée d'ailleurs que vous avez écrite à Tunis, vous le dites vous-même dans le livre, en 2016, lorsque votre masseur en banlieue de Tunis vous avoue qu'il est séropositif, mais qu'il renonce lui-même à se faire traiter parce que de peur de se faire repérer et de s'exposer face à cette maladie honteuse entre guillemets. Et là, vous arrivez à la conclusion qu'on est aujourd'hui face à deux sida. Et vous le dites, celle du Nord, où on a accès à la prévention et au traitement, et celle du Sud, où on a la mort et le déni et l'indifférence. Voilà. Bah, tout à l'heure, le directeur de l'ONU-SIDA nous a donné des chiffres qui sont quand même frappants. Hein. Quand on voit que dans le monde, en général, le nombre d'infections recule, et particulièrement le nombre des morts, et qu'on entend les chiffres tunisiens, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Un pays comme la Tunisie, qui a sur beaucoup de choses toujours été extrêmement en avance, j'espère va s'interroger sur ça, parce que je parlais de ce masseur, mais aujourd'hui, et ici d'autres personnes que moi pourraient quand même témoigner, l'accès au traitement, oui, mais quel traitement? Quel traitement? Puisque évidemment les molécules de dernière génération, bah, pour les avoir, c'est pas possible, et on sait très bien que elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup moins d'effets secondaires, évidemment. Et puis de l'autre côté, le pan de la prévention, où ici on n'en est encore qu'au préservatif, qu'il ne faut évidemment pas abandonner, mais où on sait aujourd'hui que la solution de la fin du VIH, c'est la PrEP. Et que, alors, je sais que le directeur de l'ONU-SIDA a fait beaucoup, et ça va peut-être arriver l'année prochaine, enfin, il s'est beaucoup battu pour ça, et j'espère que ça va arriver parce que c'est totalement indispensable. On l'a vu, c'est nous à Paris, et enfin en France, on vient d'avoir pour la première fois une baisse des infections dans notre pays, et à Paris, une baisse spectaculaire chez les HSH, chez les gays, si on peut dire aussi, pour simplifier, de 28%, et qui est totalement liée à la fois, évidemment, à la multiplication des dépistages, évidemment, nous, un accès au traitement et au dernier traitement possible, et la PrEP, qui a été déployée ces dernières années. On a vu partout. On voit par exemple San Francisco, qui était une des premières villes dans le monde à mettre le paquet sur la PrEP. San Francisco, monsieur le directeur, je parle sous votre contrôle, va être certainement une des premières villes au monde à être une ville sans VIH-Sida. Et donc c'est ça qui est... Et je peux vous dire que vraiment, pour quelqu'un qui vit avec le virus comme moi, c'est toujours très violent d'avoir des amis qui n'ont pas les traitements qu'ils devraient avoir. Ça vous culpabilise.
Parce que vous dites, mais déjà moi je me dis, et pourquoi je suis encore là alors que tous mes amis sont morts quasiment, et de penser que moi je viens ici, je connais des personnes, des gens que j'aime ici, et qui n'ont pas les traitements aussi efficaces que moi, c'est une très très grande violence, quoi. Vous dites, mais comment aujourd'hui, certes, il y a eu énormément de progrès, mais enfin quand on voit quand même si on a placé ça comme une grande victoire, quand il y a eu le fonds de reconstitution, la réunion de reconstitution du Fonds mondial qui a eu lieu en France il y a quelques semaines, j'y étais, certainement certains d'entre vous ici, où on est tout heureux d'avoir les 14 milliards de dollars qu'il fallait avoir au minimum. Mais c'était un minimum. Et de se dire quand même, parce que quand on voit l'argent pour l'accès à la prévention, l'accès au dépistage, l'accès au traitement, quand on voit ces sommes, 14 milliards, on sait que c'est beaucoup plus, enfin c'est autour de 18 et plus qu'il faudrait aujourd'hui pour arriver aux objectifs qui ont été décrits tout à l'heure par le directeur de l'ONU-SIDA, c'est-à-dire le 3 x 90, puis et puis la fin du VIH en 2030. Mais ces sommes-là, elles sont dérisoires si on y réfléchit. Vous savez, quand je ne veux pas faire le gauchiste en disant ça, mais quand on a sauvé les banques, quand il y a eu la grande crise des banques, on a trouvé 1000 milliards de dollars. Alors, je ne peux pas comparer, c'est pas forcément la même chose, mais vous voyez quand même la différence. Cette somme est ridicule. Tous les jours, il y a encore 2200 personnes qui meurent du VIH. 2200 personnes. On parle du terrorisme sans arrêt, et il y a des raisons d'en parler, mais le terrorisme est bien loin de faire, et heureusement, 2200 personnes par jour. Et le pire, c'est que pour le VIH, on a la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si on arrive à dépister tout le monde, si on met les moyens sur le dépistage, et si on arrive à mettre sous traitement tout le monde, eh bien, le VIH disparaîtra, parce que quand même, il faut être optimiste dans tout ça, il y a quand même des choses fantastiques, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'une personne séropositive sous traitement qui n'a plus de charge virale, elle ne peut plus infecter. Moi, je suis sans charge virale, je peux avoir des relations sexuelles non protégées et ne pas infecter. Et c'est comme ça que le sida va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, bon, les vaccins, il se passera pour ça. Parce que moi, depuis que je vis avec ce virus, et depuis que je suis militant, j'entends tous les mois des nouvelles fantastiques sur les vaccins, et il y en a encore eu récemment, peut-être, et j'espère, mais j'avoue que j'ai quand même un peu du mal à y croire, parce qu'on nous a tellement dit tous les ans, ça y est, on a trouvé le vaccin, ou préventif, ou curatif, et puis voilà. Par contre, ces traitements, ils se sont améliorés, et on sait aujourd'hui que s'ils ne guérissent pas, ils sont quand même efficaces, et qu'il y a quand même aussi une nouvelle fantastique pour les personnes séropositives, au-delà du fait que quand elles sont suivies, sous traitement, etc., elles n'infectent plus, c'est qu'elles ont aussi une espérance de vie qui est la même qu'une personne non infectée. Donc on a quand même des nouvelles fantastiques qui devraient pousser, je pense quand même, à vraiment mettre le paquet sur la fin du sida, parce qu'il n'y a pas un chef d'État qui pourrait dire demain je vais mettre fin au cancer, et on aimerait tous, mais on n'a pas une recette miracle pour le cancer. Pour le VIH, on sait ce qu'il faut faire, et je pense que les États, déjà, vous imaginez pour un chef de l'État, dire dans mon mandat, je vais arriver à la fin du sida. C'est quand même quelque chose de fantastique, et on le peut vraiment. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut de la volonté politique, et qu'il faut arrêter, notamment dans certains pays, de stigmatiser les populations, de stigmatiser les usagers de drogue, de stigmatiser les travailleurs du sexe, de stigmatiser les trans, de stigmatiser les migrants, les prisonniers, les gays, etc. Et que c'est en plus, avec ces communautés-là, comme on l'a tous dit et comme on le dira toujours, que cette pandémie peut aussi disparaître, et que les gouvernements, il faut qu'ils soient là avec des moyens et une volonté politique, parce que pour moi le sida se soigne aussi par la politique, et que en face, ils considèrent les communautés les plus vulnérables sur cette pandémie comme des interlocuteurs à part entière, et pour ça il faut qu'ils arrêtent de les pénaliser. C'est-à-dire que quand on pénalise l'homosexualité par exemple, comment on peut arriver rapidement à la fin du sida quand on ne considère pas les personnes gays, les personnes trans, etc., comme des citoyens à part entière. Oui, d'ailleurs, en revenant à la question de l'inégalité, vous avez cité tout à l'heure le grand scandale des hémophiles qui ont reçu du sang contaminé, et je crois que ça a fait le tour du monde.
et ça a suscité une grande compassion et beaucoup d'empathie partout dans le monde, mais on ne retrouve pas la même compassion, la même empathie lorsqu'il s'agit, excusez-moi pour les termes, de pédés, de prostituées, de drogués. On n'a pas forcément le même degré en moins d'empathie. Et donc, toujours est-il que, comme vous le rappelez, à chaque fois, on n'est pas égaux face à cette maladie. Mais pour enchaîner avec ce que vous dites par rapport aux communautés, puisque c'est le thème de notre journée, j'aimerais bien vous écouter sur le rôle des lois, notamment lorsque, et vous l'évoquez, on est dans un pays qui continue à criminaliser au moins 3 des populations les plus exposées à cette maladie, les personnes LGBTQI++, les travailleurs et les travailleuses de sexe et les usagers de drogues injectables. Quel rôle, selon vous, peut avoir ce combat juridique pour des lois justes, pour des lois aussi qui respectent les droits et la dignité des personnes dans cette lutte contre le VIH/SIDA? Aujourd'hui, on sait clairement qu'on ne peut pas arriver à la fin du VIH quand on continue avec ces lois répressives, ces lois qui sont honteuses et dont l'efficacité est l'inverse. Je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais quand on voit les chiffres de la Tunisie, il ne faut pas s'étonner que on continue à avoir des nouvelles infections, on continue à avoir des morts. Et je pourrais donner un autre exemple européen pour changer. Je pourrais donner la Russie. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Russie, où on stigmatise évidemment les personnes LGBT et les usagers de drogue, où là-bas il y a une épidémie très forte chez les usagers de drogue, on voit les résultats et on se rend même compte que la Russie, qui est quand même loin d'être un pays pauvre globalement, qui est une des évidemment principales puissances dans le monde, c'est un des pays où il y a le moins d'accès au traitement. C'est quand même assez incroyable de voir ça, et où le travail avec les communautés est quasiment inexistant. Alors elles font ce qu'elles peuvent. Vous voyez, moi j'ai été invité à un congrès à Saint-Pétersbourg et je suis allé visiter à la fois les associations qui travaillaient avec les travailleuses du sexe, avec les gays et avec les usagers de drogue. Et vous voyez des associations qui, d'une manière illégale, d'une certaine manière, par exemple, je me rappelle, à l'hôpital de Saint-Pétersbourg, il y a une association gay qui distribue des seringues, qui sont offertes, qui sont payées par l'hôpital. Et tout ça est totalement illégal, parce que l'échange de seringues, tout ça n'existe pas. Et puis, une fois de temps en temps, il y a des centres de la police, quand s'il y a un truc dans la presse. Donc on les vient, on les arrête quelques jours, puis ils recommencent, l'hôpital leur redonne les seringues, et puis tant qu'il n'y a rien dans la presse, on les laisse continuer. Et c'est à la fois quand même terrible, parce que ça prouve en plus que ces États qui ont une vision notamment des usagers de drogue, parce que c'est pas contre la drogue qui s'attaquent non plus, c'est contre des individus, et c'est pas parce qu'à un moment vous avez une dépendance à quelque chose que vous n'êtes pas un être humain, que vous n'êtes pas un citoyen, que vous perdez votre humanité, et on voit les résultats, c'est-à-dire que c'est quand même un des pays qui a les pires résultats chez les usagers de drogue, et on voit bien que toutes ces lois qui pénalisent, tous ces programmes de réduction des risques, de substitution qui sont refusés mais qui se font quand même sous le manteau, et de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que la situation devient quand même très très grave dans leur pays, et bien on voit que oui, les lois qui pénalisent et qui notamment pénalisent les populations vulnérables bien font que c'est ces pays qui ont les résultats les plus catastrophiques en termes de prévention, évidemment, en termes d'infection, et malheureusement encore en termes de mort. C'est que en Russie, il y a certaines régions où les gens meurent comme on mourait au début des années 80. C'est parce qu'ils n'accèdent pas au traitement. Vous imaginez quand même comment, en plus, nous, on peut accepter quand on a des traitements et qu'on sait que ces traitements sont efficaces pour survivre, qu'il y ait des gens qui meurent dans une espèce d'indifférence glacée parce que les États ne veulent pas aider des populations vulnérables, comme c'est le cas pour la Russie, qui est, elle,
moi je le dis très clairement, a une vraie responsabilité aujourd'hui, le chef de l'État russe, comme l'a eu à une époque le chef de l'État d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, dont je parle d'ailleurs dans ce livre, parce que ça m'a énormément choqué. L'Afrique du Sud est le pays qui a été le plus touché, qui est le plus touché par le VIH, et on a eu un président pendant des années qui nous disait qu'il n'y avait aucun lien entre le virus et le sida. Il avait même un comité scientifique avec des médecins dedans, avec des médecins. Et en gros, il nous disait, oui, il faut aller manger de la papaye, des fruits, etc., pour pas développer dans un pays où les gens, enfin 15% de la population était touchée, et où il a fallu, heureusement, à un moment, l'intervention de Mandela, qui n'était plus chef de l'État, mais qui est une autorité dans son pays, et qui a dit, mon fils est atteint et est mort du VIH, et qui a obligé là un peu à avancer là-dessus, et surtout qu'il a voulu se transformer avec Bill Clinton à un moment en un militant de cette cause. Enfin, rendez-vous compte quand même que ces chefs d'État, en ne voulant pas voir ce qui se passe dans leur pays, en ne voulant pas annuler des lois qui en fait empêchent une vraie prévention et un vrai accès aux soins pour les personnes concernées, ils sont responsables de dizaines de milliers de morts. Lorsque vous parlez de travailler dans l'illégalité, ça me rappelle une anecdote de 2009. Je venais de rejoindre l'association tunisienne de lutte contre le sida, justement, et le professeur Leda Kamoun, qui a eu un peu le même parcours, peut-être que le professeur Rosenbaum pour vous. Et je lui disais, mais vous nous demandez, en fait, moi, m'adressant à lui, je lui disais, mais vous nous demandez de faire des choses qui sont contre la loi, c'est ça. Donc, je posais la question et il m'a répondu, toujours comme vous le connaissez, il m'a dit non, on n'est pas contre la loi, en fait, mais on est avant la loi. Vous restez toujours, voilà, donc, faut rester toujours optimiste et dire que la loi un jour suivra. Avant de passer la parole à la salle pour voir s'il y a des interactions ou des questions, j'aimerais bien vous donner la parole pour nous parler de tous ces combats nouveaux que vous menez, parce que depuis l'arrivée des trithérapies, ce traitement miracle qui a sauvé toute une génération, qui a été une véritable résurrection pour les personnes vivant avec le VIH. Vous vous êtes engagé dans de nouveaux combats, je cite la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, l'allègement du traitement, vieillir gay, vieillir séropositif, vivre et mourir dans la dignité, tant de combats que vous menez aujourd'hui dans le cadre de votre travail associatif. Peut-être en dire un mot avant de passer la parole à la salle. C'est vrai que l'arrivée ce qu'on a appelé à l'époque les trithérapies a été une vraie révolution. Mais une révolution qui n'a pas été si simple que ça. Parce que pour beaucoup de gens, chacun se considérait comme un mourant proche. C'est-à-dire que beaucoup avaient abandonné la vie, avaient abandonné une vie sociale, avaient abandonné une vie professionnelle. Et moi j'ai vu, parce que moi j'ai eu cette chance que je n'ai pas calculée et que dans les drames de la vie je fais toujours, c'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais séropositif, je suis retourné à mon boulot. Et le lendemain je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Pas de fortune personnelle, donc je n'étais pas voilà. Et puis je me suis dit, si je reste chez moi, ça va être horrible, je ne vais pas attendre comme ça. Et donc j'ai décidé d'aller travailler. Et de continuer une vie sociale, de continuer une vie politique, une vie, une vie militante. Et je pense que ça m'a, moi en tout cas particulièrement aidé, mais je peux vous dire que autour de moi, quand sont arrivés ces traitements, alors que tout le monde aurait dû être fou de joie, enfin c'était quelque chose de fantastique, j'ai vu autour de moi plein d'amis qui se sont effondrés. Parce qu'il fallait se recréer une nouvelle vie. Parce qu'ils avaient pu travailler pendant 10 ans, etc., parce qu'ils n'avaient pas pu, ou certains étaient tombés dans des dépressions, dans des trucs. Et puis se reconstituer une vie quand on pensait qu'on n'en a plus, c'est quand même extrêmement violent. Et les nouvelles générations ne peuvent pas connaître ça aujourd'hui, mais je peux vous dire que ces générations qui croyaient mourir et qui d'un seul coup sont ressuscitées, ça n'a pas été si simple
Si simple que ça. Et il a fallu, parce que tout le monde était dans l'urgence, qui est-ce qui pensait à vieillir avec le VIH? Personne pensait à ça. Et c'est une question auquel, et on le voit parce qu'aujourd'hui on a des gens de 65 ans, 70 ans, etc., qui se retrouvent dans des maisons de retraite, qui ont été, parce que dans notre pays où, voilà, où on a une histoire qui a été plus rapide que vous sur la dépénalisation de l'homosexualité, mais on a vécu aussi très difficilement, c'est une histoire beaucoup plus récente qu'on croit quand on y réfléchit, qui sont obligés de retourner dans des endroits où ils sont obligés de recacher leur homosexualité et de surtout cacher leur séropositivité, parce que en plus dans des endroits où il y a plus de femmes, parce que mesdames vous vivez plus vieilles que nous, et donc il y a plus de femmes que d'hommes, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et bien nous on n'a rien prévu, ni dans la formation des personnels, etc., des choses, c'est-à-dire que comme c'était pas du tout évident, comme on devait tous mourir, eh ben on n'a pas réfléchi à la suite. Et cette suite, ben, on est en train de la vivre maintenant et de la travailler, mais parfois un peu tard. C'est pour ça qu'en Ile-de-France, on a notamment un plan pour une Ile-de-France sans sida, dans lequel la question des seniors est une question très importante, parce qu'on a énormément de retard sur celle-là. Et puis après, sur le vivre avec, je donne un exemple, parce qu'il y a une chose qui a avancé en France il y a quelques jours, je peux le dire parce que je suis en plus opposant à celle qui l'a fait, c'est la région Ile-de-France, donc je suis dans l'opposition, mais j'ai voulu travailler positivement sur cette question. En France, des personnes qui sont malades, et là ça dépasse évidemment la question séropositive, qui ont ce qu'on appelle des affections de longue durée. Si elles veulent faire un prêt pour acheter un appartement, pour acheter une boutique, voilà, créer quelque chose, eh bien c'est quasiment impossible. Il y a des conventions, il y a eu 2 conventions qui ont été faites pour leur permettre d'avoir des aides, parce que les banques et les assurances, elles n'ont pas, si je regarde spécialement sur la séropositivité, elles ne sont pas rendues compte qu'entre 80 et aujourd'hui, on a la même espérance de vie. Et elles n'en tiennent pas compte. Et ça veut dire que vous avez, quand vous faites un prêt, 300% de primes d'assurance plus importantes. En gros, quelqu'un qui a 50 ans, qui veut faire un prêt sur 20 ans, s'il est en bonne santé, il paye 20 000 € d'intérêt. S'il n'est pas en bonne santé, il en paye 70 000. 70 000 €. Et ça, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. Et pour le 1er décembre, moi, à la région, j'en ai beaucoup parlé à Valérie Pécresse, et elle a décidé que la région Île-de-France, mais ça va concerner que les gens qui sont en Île-de-France, va prendre, alors, voilà, va prendre la partie que la convention AERAS ne prend pas. Et ça, c'est une des questions qui est aussi aujourd'hui essentielle. Vous imaginez un jeune garçon, une jeune femme qui voilà, veut acheter un appartement, et on sait que pour la retraite, ne plus avoir un loyer à payer, c'est quand même quelque chose d'important, et avoir son propre appartement, c'est une vraie garantie. Et bien en 2019, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Alors, voilà, en Ile-de-France, ils vont pouvoir, mais une partie de la France, j'espère que le gouvernement va y comprendre, mais on a beau avoir interpellé depuis des années tous les gouvernements de droite et de gauche, d'ailleurs, personne s'est scandalisé, et l'État n'a jamais créé un fonds, parce que sans arrêt discuter avec les banques et les assurances, moi je veux bien, mais on voit bien que ça n'aboutit pas, et qu'à un moment il faut prendre ses responsabilités, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Là, en l'occurrence, c'est une région qui le fait, et j'espère que soit les autres régions vont suivre, soit en tout cas l'État va vraiment avancer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, oui, pour les personnes, tous les malades bien sûr, mais pour les personnes séropositives, c'est le comment on vit avec, parce que on peut être optimiste aujourd'hui, parce qu'on peut faire des enfants aujourd'hui, on peut avoir une vie professionnelle, etc. Mais il reste toujours cette vie au quotidien qui est très difficile. D'abord, la vie amoureuse, la vie sexuelle, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites, mais même parfois, dans des communautés vulnérables, les gens ne savent pas qu'une personne séropositive sous traitement ne peut plus affecter. C'est quand même, alors que ce serait la base pour faire avancer les choses, pour faire tomber ces discriminations, les gens ne le savent pas. Et on a en face donc un certain nombre de discriminations qui continuent et se constituer. Vous savez, dans la vie, on a tous envie, la chose peut-être la plus importante, c'est
d'aimer, d'être aimé, et ben pour beaucoup de personnes séropositives, c'est un défi quotidien. Et c'est quand même terrible de se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui en fait en plus ne peut absolument pas contaminer, infecter une autre personne, elle n'a pas le droit à la sexualité ou elle n'a pas le droit à l'amour, parce que dès que vous dites je suis séropositif, les gens s'en vont en courant en disant oh là là, sûrement pas. Voilà, et on est en 2019 quoi, avec tout ce qu'on sait, avec toutes ces évolutions, et c'est pour ça que la question maintenant aussi qui se pose, c'est évidemment le vivre avec, et puis l'aimer avec, et puis vieillir. Oui, vieillir avec, parce que grâce à ces traitements, on ne va sûrement pas mourir d'une infection opportuniste liée au VIH. Je crois qu'on va donner la possibilité à la salle pour s'il y a des interactions peut-être, ou des questions aussi, effectivement. Et donc la parole est à vous. On vous attend devant. Voilà. J'arrive à peine à voir. Oui, merci. Ouais, je voulais juste ajouter quelques commentaires, vu que personne n'a voulu prendre la parole, mais histoire de faire un petit peu l'ambiance. Non, mais je pense qu'il faut être aussi sur le plan Tunisie, PrEP, avancée, prévention combinée, il faut être réaliste. Je pense on est devant un parlement et un gouvernement, une élite politique conservatrice, ça tout le monde le sait. Les choses ne vont pas bouger les 5 prochaines années, mais le virus, lui, il n'est pas trop conservateur. Donc, chaque semaine, on a des nouvelles infections, surtout là maintenant avec la population migrante et les personnes en détention. Donc voilà, il faut continuer ce plaidoyer, cet activisme sur le plan politique et changement de loi, mais aussi l'approche biomédicale et communautaire, elle est aussi importante pour sauver des vies en attendant que les lois vont changer un jour. Et là, je me pose la question que là, on est devant des possibilités d'avoir des centres de dépistage. La loi, elle n'est pas contre. Donc, il y a un cahier de charge, une ONG communautaire, voilà, Damage aujourd'hui, nous d'autres ONG peuvent avoir leur point de dépistage. La PrEP, voilà, elle est inscrite dans le programme national. Il faut chercher des fonds pour au moins l'étude de faisabilité qui coûte exactement 65 000 euros. Donc il faut faire l'étude, convaincre le staff médical de la sous-commission médicale et commencer à implémenter. Les fonds, c'est pas un obstacle. Mais voilà, je pense qu'on est dans une situation un tout petit peu bizarre, que tout le monde est convaincu que voilà, le changement politique ne va pas venir, mais sur le plan, si c'est le thème aujourd'hui, les communautés, on voit une apathie communautaire sur le plan de l'action de promotion de la santé, dépistage, traitement, aller chercher des fonds pour les études de faisabilité. Et là, c'est plutôt un appel à tous les gens qui sont ici, qui sont intéressés, parce que aussi, chez la population des gays en Tunisie, on est à l'estimation, elle est à 12% de prévalence, mais je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus. Elle peut y atteindre même, ouais, chez les hommes qui ont des relations avec des hommes, elle est à 12%, mais je peux vous dire que honnêtement, en voyant les activités de dépistage et la couverture de dépistage qui est minimale, on est au moins à 16-17%. Et merci. Enfin, moi, je parle sur la situation ici, mais je ne peux pas répondre, si ce n'est que quand on regarde quand même le début de l'histoire, quand je pense que les deux, c'est-à-dire le travail communautaire qui est fait pour s'occuper des gens, pour s'occuper de la prévention, etc., et le travail politique, il a toujours été de pair. Quand aux États-Unis, les militants s'occupent du VIH dès
1980, c'était fin 80, l'association, elle a été officielle en 82, mais elle était créée. Ils s'occupaient des personnes, et là c'était surtout gérer les gens qui commençaient à mourir, et c'était leur travail, mais en même temps ils avaient les revendications politiques, parce que les deux devaient aller de pair. Parce qu'on le voit bien, si on n'interpelle pas les politiques, ils n'avancent pas. Et sur un certain nombre de questions, il y a quand même des choses, et je sais que ça peut paraître plus compliqué ici quand on a des conservateurs, mais nous, en France, ça a avancé avec des conservateurs. C'est pas les socialistes qui ont avancé dans les années, c'est un gouvernement, Jacques Chirac était conservateur et Michel Barzac était conservatrice, et on a eu après une autre ministre qui s'appelle Simone Veil, qui a fait beaucoup et qui était à droite. Et ils l'ont fait à la fois parce que c'était des gens qui avaient aussi des convictions, mais aussi parce que la situation l'imposait. Et je crois qu'en Tunisie, quand on a les résultats qu'on a aujourd'hui, vous savez, moi je pense que même un gouvernement conservateur, il n'a pas envie d'être montré du doigt par les autres pays, surtout qu'il travaille avec tous ces autres pays. Et je pense que les chiffres que vous avez aujourd'hui sont un élément du militantisme, parce que la Tunisie, elle n'a pas, et à juste titre, parce qu'elle est aussi un grand pays dans le concert des nations, elle n'a pas envie d'être montrée des doigts. Et je pense qu'il faut jouer aussi là-dessus pour dire maintenant prenez vos responsabilités. Parce que la moralisation dans la santé publique, ça ne marche jamais. Et que même des gouvernements conservateurs et même des religieux, à un moment, ils sont capables d'entendre ça. Parce qu'au final, c'est toute la société aussi qui finit par être touchée. Et dedans, des gens qui sont conservateurs, dedans, des gens qui sont religieux. Et je pense que voilà, il faut mener les deux de front. Et je pense que, voilà, l'exemple, en tout cas dans tous les pays, a montré que les associations aident. Elle était l'association en France, la première grande association. Elle a toujours mené, et elle mène aujourd'hui un combat politique et un combat sur le travail, sur le terrain, pour l'accès aujourd'hui particulièrement à la PrEP. D'autres associations font le travail d'accompagner les personnes, mais en même temps ont un combat politique, et je pense qu'il faut avoir les deux en même temps. Et que si nous on ne le fait pas, c'est-à-dire les personnes qui sont vulnérables et qui sont touchées, on n'est pas entendu, en tout cas on perd des années dans la prise de conscience des politiques, pour qu'ils puissent mettre les moyens pour qu'on y arrive, ou en tout cas, là, c'est même pas une histoire de moyens, c'est accepter que des partenaires puissent aussi financer des programmes, et notamment la PrEP, et notamment l'accès aux dernières molécules qui existent actuellement. Oui, si je peux ajouter quelque chose, parce que on l'a vu, l'approche médicale, je veux bien, mais du moment qu'on ne finit pas avec l'approche médicalisée de lutte contre le sida, je ne crois pas qu'on va pouvoir avancer. La preuve, les chiffres le montrent bien, là ça tout à l'heure l'a bien montré, l'approche qu'on a préconisée depuis le début de la lutte, elle a montré ses limites, elle ne marche plus. En tout cas, même si on voulait dire qu'elle marchait à un certain moment, elle ne marche plus. On voit bien les résultats, une augmentation fulgurante de nombre de nouvelles infections et de nombre de décès, et c'est très grave. On l'a vu avec l'histoire du masseur tout à l'heure, ça n'est pas qu'il n'a pas été dépisté, il était dépisté, il le savait très bien, il refusait de se faire soigner simplement parce qu'il ne voulait pas se faire exposer, de peur effectivement qu'il soit pointé du doigt. Et puis je crois qu'avec Essine, on a eu cette discussion avant, et avec mes collègues médecins, on continuera à l'avoir. Je continuerai à le dire jusqu'au jour où je serai écoutée. Du moment que les médecins ne vont pas lever le hold-up médical sur cette cause, je ne crois pas qu'on va aller très loin. Il y a aujourd'hui ce que je ne comprends pas et ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas, c'est pourquoi obliger des personnes, dont le masseur, j'essaie de lier à un exemple concret, d'aller se faire soigner alors que c'est une personne peut-être qui a besoin d'être soignée dans un service de première ligne. Pourquoi l'obliger à aller dans un service de maladies infectieuses avec toute la stigmatisation qui est liée à l'accès à ces services-là? On dispose aujourd'hui de 4 services de maladies infectieuses sur tout le territoire national, c'est-à-dire que si moi j'habite à Tataouine ou à Almeida, à 500 km
km de Sfax, me faire obliger d'aller jusqu'à Sfax pour trouver le premier centre de maladies infectieuses, je trouve ça tout à fait illogique en tout cas. Et le jour où nos infectiologues comprendront que ça n'est pas eux uniquement qui peuvent résoudre le problème, je crois qu'on va pouvoir avancer un peu plus rapidement. D'autres interactions? Je vais vous laisser... Merci à tous les deux pour ce débat riche. Merci Jean-Luc d'être là. Merci Rami d'avoir accepté aussi de porter ce débat. Ce livre est une leçon de vie. Ce livre aussi une leçon de résilience pour avancer, continuer à se battre. Mais aussi, c'est une leçon pour nous tous, et tu as dit quelque chose qui est très intéressant. La honte doit changer de camp. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les personnes vivant avec le VIH qui doivent avoir honte, ce ne sont plus les personnes les plus vulnérables au VIH qui doivent avoir honte, les personnes LGBT, les travailleuses de sexe, les utilisateurs de drogues injectables. Ce n'est pas un crime que d'être vivant avec le VIH, ce n'est pas un crime que d'avoir une orientation sexuelle ou une identité de genre non normative. Le crime, c'est de discriminer, de criminaliser ces personnes-là pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Le crime, c'est de continuer dans une indifférence totale, de voir qu'il y a des gens qui meurent alors qu'on a les solutions pour arrêter ce fléau. Et donc, ce sont ces gens-là qui doivent aujourd'hui avoir honte. Et aujourd'hui, mon conseil, parce qu'aujourd'hui on parle autour des communautés qui font la différence, les communautés, il faut aujourd'hui se révolter contre ces personnes, et il faut sortir du cocon et de travailler toujours dans notre cercle fermé en cachette. Et puis, il faut porter haut et fort, avec fierté, tout le travail qui est fait, parce que, oui, la honte doit changer de camp. J'aimerais terminer et retourner au livre, un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et qui m'a beaucoup aidé à survivre aussi. La fin du livre, 6 conseils pour survivre au VIH. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jean-Luc, sur les 6 conseils à la fin du livre? D'abord, tu as raison, c'est les sérophobes qui sont malades, mais ils ne le savent pas, mais ils vont bientôt le savoir. Et évidemment, on peut décliner ça pour les homophobes, les sexistes, enfin bref, les transphobes, les racistes et toutes ces personnes qui, au final, ont un problème à régler. Alors, c'est pas vraiment des... C'est-à-dire, moi, j'ai pris mon expérience et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que j'étais survivant, et c'est pas des choses qu'on... Quand on est face à une épreuve, quelle qu'elle soit, et notamment quand on apprend qu'on a un virus mortel et qu'on croit qu'on va mourir rapidement, on ne réfléchit pas. Je vous ai donné des choses tout à l'heure. La première des choses, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Continuer à vivre normalement. Et voilà. Et donc, j'ai continué à bosser. Et je crois que ça a été la première des choses qui m'a vraiment sauvé. Alors, il y a eu des moments, c'était plus possible en fonction évidemment de certaines situations, mais j'ai toujours gardé un lien avec mon milieu professionnel, avec le milieu social. Parce que moi, j'ai vu combien de fois, et là aussi, ça dépasse le VIH. Quand on apprend qu'on a une maladie, d'un seul coup, on se replie sur soi-même, parce que c'est très violent, c'est très difficile à vivre, et puis on coupe sa vie sociale, on arrête sa vie sociale. Et sans vie sociale, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est aussi une des autres façons de le voir. Le militantisme. J'étais militant, déjà, autre chose.
j'ai redoublé de militantisme. Et je pense que d'ailleurs, même à un moment, vous savez, quand au début des années 90, moi j'ai vu tous mes amis mourir, hein, quand on parlait tout à l'heure de... Moi j'avais, avant on avait, les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais on n'avait pas un téléphone portable où il y avait tous les numéros de téléphone, toutes les adresses, etc. Vous aviez un répertoire avec les noms et les numéros de téléphone, les adresses de tout le monde. Et je me souviens qu'au début des années 93-94, juste avant l'arrivée des multithérapies, j'avais des pages entières qui étaient barrées. De gens qui étaient partis. Et moi, quand j'y réfléchis, ces années-là, je passais mon temps à aller voir mes amis, à leur remonter le moral, ce qui était quand même assez paradoxal, alors que j'étais comme eux, et en même temps, je ne pensais plus à moi, je m'occupais des autres, et en fait, ça me permettait d'oublier ce virus. Et donc, d'avoir été dans cette vie, d'avoir aussi accepté d'être dans ce contrôle de ma santé, que certains n'ont pas, que certains ne veulent pas à un moment, c'est-à-dire que ben, je me suis suivi, voilà, j'ai essayé d'avoir au mieux une vie, en tout cas de suivre les conseils de mes médecins, même si je devais toujours négocier avec eux, ils m'expliquaient, je choisissais, en tout cas très suivi, etc., et de rester dans la vie. Et puis j'ai eu moi aussi bon, la chance d'avoir de belles histoires d'amour et que ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus, parce que ça c'est vrai que c'est aussi, on n'a pas le droit, vous savez, moi j'ai vu combien de personnes séropositives qui se disaient j'ai plus droit à l'amour, j'ai plus droit au sexe, parce qu'on vous donnait un tel visage, enfin une telle, voilà, de cette façon que vous pourriez infecter les autres, une telle représentation que certains se sont interdits une vie sexuelle et au final une vie amoureuse. Et quand on s'interdit ça, quand on censure, quand on... Eh bien, comment on peut survivre à un moment? Parce que comment on peut vivre sans sexe, comment on peut vivre sans amour, voilà, et comment on peut vivre seul chez soi en attendant que la fatalité fasse qu'on parte. Et je pense que face à toutes les épreuves de la vie, hein, quelles qu'elles soient, je pense qu'il faut profiter du moment présent, profiter des gens qu'on aime et essayer de garder cette vie sociale. Voilà. Et puis ne pas avoir honte, comme le disait Slim, parce que vraiment, c'est ceux qui discriminent. Et je pense que c'est vraiment pour toutes les questions, à un moment, il faut bien y réfléchir. C'est les autres qui ont un problème. C'est pas vous qui avez un problème. Parce que d'abord, on n'a choisi rien du tout. On ne choisit pas d'être un homme, on ne choisit pas d'être une femme, on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être trans. Voilà, les choses sont ainsi. Et puis dans une société, on est tous différents au final, parce qu'on a tous quelque chose de différent. Même ceux qui se disent être dans une sexualité normative, qui pour moi, ce mot-là ne veut strictement rien dire. Voilà, et je pense qu'il faut être fier de ce qu'on est. Et puis de profiter du moment présent et surtout de profiter des gens qu'on aime. Voilà, et puis voilà, la honte, elle doit changer de temps. Une dernière question aussi, on a encore le temps, on a encore le temps, parce que vous parlez tout à l'heure de militantisme, vous avez milité, parce que vous êtes aussi élu de la République, et donc vous avez milité à travers les canaux qui vous ont été offerts. Une des anecdotes que vous racontez, c'est lorsque vous rencontrez le Premier ministre et vous déballez les 30 comprimés pour montrer aussi devant le Premier ministre la lourdeur de ce traitement. C'est ce qui a aidé un peu à une prise de conscience chez le chef du gouvernement de cette lourdeur, parce que probablement il n'imaginait pas à quel point c'était lourd que d'être suivi du VIH-Sida. Ce militantisme, vous l'avez fait, comme j'ai dit, à travers les canaux de plaidoyer, de politique, mais ceci ne vous a pas empêché de dire tout le bien que vous pensez aussi d'un militantisme un peu plus violent, si j'ose dire, un peu plus des stratégies de choc, de ACT UP, du phare, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire et d'autres que vous citez dans le livre. Selon vous, quelle est la méthode qui serait la plus efficace
ou la plus appropriée pour le contexte. Même si je sais que c'est difficile, enfin, ça diffère selon les contextes, mais selon vous, quelle est la méthode entre les deux qui marche sur les deux? Mais il faut les deux. Il faut à la fois partout on l'a vu, hein, il faut à la fois des associations qui jouent la modération, et puis de l'autre côté des associations qui provoquent, et qui jouent ce jeu-là. Sinon ça n'avance pas. L'histoire l'a toujours montré. Et il faut les deux. Et l'histoire de la lutte contre le sida, dans tous les pays, ça a été ça. Et je vais te dire, et je sais que, je donne un exemple qui est lié à votre pays, je sais qu'il est loin de faire l'unanimité dans la communauté LGBT, mais le travail qu'a fait Mounir Batour, qui a dû quand même fuir ce pays, et on peut juger, il y a différentes choses, moi je n'entre pas dedans, mais quelque part, les provocations qu'il a faites, je pense qu'elles ont été utiles dans votre combat. Elles ont permis aux autres associations qui faisaient aussi un espèce de travail de terrain de pouvoir avancer. Et on le voit dans toutes les histoires, dans toutes les histoires des avancées des luttes, il faut les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut impressionner, il faut... Vous savez, quand vous racontez l'histoire des cachets, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'a fait Act Up ou ce que je disais pour Shams, mais on est au début des années 2000, donc maintenant il y a des traitements. Donc, dans nos pays à nous, comme tout le monde accède au traitement, tout le monde s'en fiche. Et à la fois, je rappelle ce choc qu'ont eu un certain nombre de personnes qui vivent avec ce virus depuis longtemps, qui n'a jamais été vraiment compris. On disait, attendez, ces gens-là, maintenant, ils ont des médicaments et puis ils nous disent qu'ils ne vont pas bien. Donc ça, personne ne comprenait. Et puis, on voyait que l'épidémie continuait. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et moi, je voulais que le sida redevienne grande cause nationale. Et donc, pendant 3 ans, j'ai d'abord convaincu les autres associations qui disaient « Oh, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ?» Puis je les ai convaincus. J'ai vu plusieurs fois le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin. Et plusieurs réunions avec lui et ses conseillers, je sentais que lui, il était sensible. Mais ses conseillers, c'était franchement, il y a des choses plus importantes qu'aujourd'hui, etc. Et je savais que j'avais une dernière réunion avec lui, qui était où il allait prendre sa décision, ce qu'il allait choisir pour l'année 2005 comme grande cause nationale. Et je me dis, ce type-là, il faut lui faire quelque chose qui va le marquer. Les paroles, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, moi j'avais un traitement avec quasiment 30 cachets. Entre les antirétroviraux, les trucs pour le diabète, qui étaient dus évidemment à ces antirétroviraux qui m'ont donné un diabète de type 2, les diarrhées, je ne vais pas vous donner tous les exemples des cachets, etc. Et donc je viens avec dans ma poche une enveloppe. En plus, je connaissais bien le lieu, je connaissais bien sa table, c'était une table en verre, donc je savais qu'en plus ça pourrait avoir un grand effet. Et donc j'ai cette enveloppe avec ces 30 cachets. Et évidemment, je donne des arguments. Il y a un de ses conseillers qui redit « Mais franchement, maintenant, voilà, ça va, les gens vivent et tout. » Et puis je dis « Ils vivent, mais vous savez comment ils vivent ?» Et je sors l'enveloppe, je l'éclate sur la table, les cachets vont partout. On a l'impression que certains, hormis le Premier ministre, qui franchement était regardaient ça, les autres, on a l'impression que c'était un truc tellement impudique que j'avais osé faire ça et mettre des cachets sur cette table. Et puis j'explique, je dis ça, c'est tel antirétroviral, ça c'est pour le diabète, ça c'est etc. Et puis le Premier ministre qui me pose des questions. Ah bon, du diabète, comment, tout. Et je lui explique toutes les choses, puis je lui explique. Je ne fais pas, enfin, je n'ai pas voulu tomber dans le pathos, mais ce que c'était que, quand même, la vie avec ses multiples traitements, avec ses déformations, parce que les antiprotéases au début déformaient les corps, etc. Enfin bon. Et franchement, c'est ça qui a emporté sa décision. D'ailleurs, quand il l'a annoncé, à chaque fois qu'on faisait des réunions dans l'année qui a suivi avec lui, il racontait, sans jamais dire que c'était moi, il disait, vous savez, j'ai vu quelqu'un qui m'a montré ses traitements, etc. C'était très drôle parce qu'on était très complices, il ne me citait pas en disant ça, et je sais que ça. Et tous les grands, si moi je vois l'histoire de notre pays, du VIH, beaucoup des choses qui ont avancé n'ont avancé qu'après des gestes violents et forts. Et qu'à chaque fois on avait souvent Act Up qui faisait un truc violent, et Aide qui arrivait après pour négocier avec le gouvernement. Et puis, voilà. Et à la fin, c'était un jeu entre Aide et Act Up. Alors, Act Up n'a plus la force qu'il a aujourd'hui, et Aide fait un peu les deux aujourd'hui. Mais
ce jeu qu'il y a eu entre ces deux associations a été efficace. De toute façon, il faut se dire un truc. Ce qui n'est pas visible n'existe pas dans une société. Et il n'existe pas pour les politiques. Et à un moment, il faut la visibilité. Alors, il faut voir comment. C'est pas forcément on allait faire une gay pride ou un truc. Mais si on ne sait pas ce que c'est qu'un homosexuel, si on ne voit pas à la télévision, ben, ça n'existe pas. Si une personne séropositive, on ne la voit pas, elle n'existe pas. Pour ça que l'expo qu'on a faite en portrait de vie avec des personnes qui ont accepté de témoigner, eh bien, dans notre pays, où c'est... voilà, où les gens disent qu'ils n'ont plus de problème avec ça, sauf que personne n'est capable de témoigner, et que ceux qui ont témoigné, ils ont fait des témoignages formidables qui sont passés dans tous les médias, parce qu'on avait des personnes qui racontaient, et qu'on pouvait les montrer. Et les gens se disaient, bah oui, ça pourrait être ma soeur, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être ma fille, et voilà. Et je pense que dans tous les combats, à un moment, il faut la visibilité. Et s'il n'y a pas de visibilité, vous n'avancerez pas, parce que eh bien, ceux qui doivent décider, à un moment, ils ont... Ben, c'est ceux qui crient les plus forts qui finissent par avoir. Et vous, dans ce combat-là, et dans le combat notamment de la lutte contre le sida et contre les discriminations, c'est un combat juste. Et voilà. Mais sauf que je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on ne peut pas donner des conseils. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus être jaloux ou montrer du doigt ceux qui osent le faire. Parce que ceux qui le font prennent des risques. Voilà. Et ils prennent des risques pour nous tous. Et donc... voilà, il faut aussi comprendre que simplement dire oui, il faut juste être gentil avec le gouvernement, négocier, etc. Oui, certains doivent le faire. Mais ça doit être un jeu que vous devez faire ensemble, que vous devez mener ensemble, et en ne rejetant pas ceux qui, à un moment, osent faire des gestes forts, parce que sans ces gestes forts, je peux vous dire, rien n'avancera. Je crois qu'on va conclure et je vais vous laisser le mot de la fin. Jean-Luc, vous avez écrit ce livre. Et si je veux résumer, presque par peur qu'on vous vole votre vérité, comme ça a été le cas pour votre orientation sexuelle, vous le racontez dans un autre livre qui s'appelle « On m'a volé ma vérité », où un journaliste a trouvé vent de dévoiler votre orientation sexuelle au moment même où vous vous préparez à l'annoncer publiquement. Et donc vous avez voulu raconter votre vérité vous-même, avec vos propres termes et votre propre vécu. Mais vous avez aussi conclu ce livre en parlant de la voie à entreprendre et des étapes à venir pour un monde sans sida. Et donc, je crois qu'on peut finir là-dessus. Je vais vous donner la parole pour nous dire quelles sont ces conditions sine qua non, quelles sont ces conditions qui doivent être réunies pour qu'on arrive à l'objectif 90-90-90 de ONU-SIDA pour 2020. Je crois que ça va être difficile parce qu'on n'a plus le temps. Mais en tout cas, pour un monde sans sida en 2030, on l'espère bien. On l'espère tous. J'ai un peu, enfin, on l'a tous un peu exprimé aussi aujourd'hui. Bon, il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut quand même être honnête. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de solution. Et on l'a dit, les sommes, elles ne sont pas du tout extravagantes. Elles sont, au contraire, extrêmement modestes. Et je pense qu'il y a une responsabilité des politiques. C'est pour ça qu'on a créé du locaux contre le sida, avec ce slogan « Le sida se soigne aussi par la politique ». Ça peut paraître provocateur, mais c'est la réalité des choses. Et donc, il faut, la première des choses, c'est terminer ce combat politique. Terminé. Et ici, vous avez, comme dans un certain nombre de pays, encore beaucoup de travail, mais comme nous l'avons nous en France aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de donner, nous on s'est battus aussi, on a subi un certain nombre de choses, et puis aujourd'hui on a tous les éléments pour la fin du sida, mais on n'a pas le discours politique qu'il faudrait. On n'a pas l'énergie. Alors là on a eu un Macron qui s'est mobilisé pour le Fonds mondial, et tant mieux, mais on l'a vu, hein, c'était le 1er décembre hier. Moi, j'étais encore à Paris hier matin. Franchement, on n'a pas été noyé par... vous savez, nous, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais les dimanches matins, il y a plein d'émissions politiques où tous les responsables politiques viennent parler. J'en ai regardé plusieurs hier et j'ai été extrêmement frappé. Non seulement les journalistes ont posé la question en disant c'est la journée mondiale, qu'est-ce que vous allez faire pour la fin du sida, et les politiques avant... Je peux vous dire qu'il y a encore un an ou deux, ils avaient tous le ruban rouge le 1er décembre. Et bien là, à la télévision, personne n'avait de ruban rouge. Personne n'avait de ruban rouge.
alors que c'était une vraie tradition. Et donc on voit que ce combat-là, le combat politique aujourd'hui, il est extrêmement important. Il faut qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont dans les pays comme la France, et puis dans des pays comme ici, de chiffres qui sont en inadéquation avec les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui pour casser cette épidémie. Et puis, à côté, oui, c'est la mobilisation de la société civile, parce que rien ne se fera sans la société civile et rien ne se fera sans les communautés. C'est, voilà, on l'a tous dit, mais c'est la réalité des choses. Le mot d'ordre de cette année, il est quand même extrêmement révélateur, parce qu'on sait que si nous-mêmes, on ne se bouge pas, les autres ne nous entendront pas. On a en plus une partie de la société qui voilà, n'a pas envie de se mobiliser pour certaines populations vulnérables, et donc il faut être à la pointe de ce combat, parce que voilà, on peut vraiment y arriver, quoi. Vous imaginez avoir en 2030, même si j'ai peur que cette date elle recule un peu, mais en tout cas il faut se fixer un objectif, mais penser que des enfants pourraient naître dans un monde où il n'y aurait plus de VIH, que peut-être des gens comme moi et d'autres seront là, verront, alors qu'on n'aurait jamais cru vivre, la fin du VIH et viendront avec une eau calme, etc., expliquer aux petits jeunes, vous savez ce que ça a été ce virus du VIH, mais c'est un rêve possible. C'est un rêve possible, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça dépend de nous, parce qu'il faut aussi pas seulement dire « Ah, ils sont méchants, les politiques et tout ». Ben oui, les politiques, il faut les bouger. Et je le redis, pour les bouger, il faut jouer sur la douceur, et puis voilà, chacun doit avoir son rôle. Aujourd'hui, voilà, il faut donner ce dernier coup, parce qu'on ne peut vraiment pas accepter. Enfin, moi, quand j'entends les chiffres ici en Tunisie, je suis fou, quoi. Ce pays que j'aime depuis longtemps et qui, sur plein de questions, sur le féminisme notamment, a pu être dans le Maghreb un pays longtemps en avance, avoir des chiffres comme cela, non, on ne peut pas. Il ne faut pas avoir peur de montrer du doigt pour l'instant, parce que c'est la responsabilité des politiques. Si aujourd'hui, il n'y a pas les derniers traitements, il n'y a pas la PrEP, il n'y a pas un accès suffisant à la capote, oui, il faut montrer ce gouvernement qui a un besoin d'être aimé, dont un président qui aime être aimé. Eh bien, pour être aimé, il faut aussi aimer les autres, et aimer les autres, eh bien, c'est éviter qu'ils s'infectent. Et pour ceux qui sont affectés, c'est faire qu'ils aient la plus belle vie possible avec les meilleurs traitements. Voilà, je crois que sur cette on viendra raconter l'histoire du sida, on va conclure, et il y aura le reste de la soirée, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Bonne soirée à tout le monde.